Bonsoir. Alors, le roi Charles III a donc annoncé en début de semaine être atteint d'un cancer sans donner plus de détails sur sa nature. Quelles sont concrètement les conséquences de cette annonce pour la couronne britannique? C'est la première fois que la monarchie est aussi transparente sur la maladie du monarque, qui est aussi le chef d'État. Donc c'est quelque chose d'important déjà à noter. Et c'est important parce que le monarque est aussi le chef d'État. Et Buckingham Palace a voulu bien préciser que le roi allait continuer à assurer ses devoirs constitutionnels, même s'il allait être moins présent au niveau des devoirs de représentation. Et ces devoirs constitutionnels sont importants. La première chose, évidemment, c'est que s'il y a une loi qui est votée par le Parlement, il doit les promulguer et il continuera à faire ça. Il continuera aussi à recevoir les red boxes, qui sont ces mallettes diplomatiques qui contiennent des documents du gouvernement. Et puis, il continuera chaque semaine aussi à faire ses audiences avec le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, même si cette semaine, on ne sait pas si ce sera pareil toutes les semaines, mais en tout cas, cette semaine, elles n'ont pas eu lieu en face à face avec Buckingham Palace, mais par téléphone, pendant que le roi se reposait à Sandringham, dans sa maison de l'Est de l'Angleterre. Vous l'avez dit, c'est vrai, cette annonce tranche totalement avec la façon habituelle de communiquer pour la monarchie anglaise. Auparavant, voilà, vous l'avez dit, les maladies étaient plutôt gardées secrètes. Comment expliquer ce changement un petit peu radical finalement? Alors, Charles III veut une monarchie moderne, une monarchie différente de celle de sa mère, une monarchie moderne qui permette finalement les Britanniques de se sentir plus impliqués dans tout ce que fait la couronne britannique. Et puis, il y a aussi une autre raison, et Charles III l'a dit très clairement, c'est qu'il veut que toutes les personnes qui souffrent aussi au Royaume-Uni de cancer sachent que en parler, c'est possible, que le roi leur apporte leur soutien et que c'est important de ne pas cacher sa maladie, surtout qu'il continue à travailler comme énormément de gens qui ont un cancer, qui eux-mêmes continuent à travailler. Et il avait eu exactement la même philosophie quand il a annoncé son hypertrophie de la prostate. Il a dit, c'est pour que toutes les personnes qui en souffrent osent en parler, et puis c'est aussi pour que tous les hommes d'un certain âge pensent à garder un œil justement sur leur prostate, c'est important. Cette maladie qui pourrait aussi venir panser quelques plaies familiales comme le laisse entrevoir la venue du prince Harry au chevet de son père. C'est effectivement ce que se sont dit les Britanniques. Ils se sont dit deux choses. Ils se sont demandé est-ce qu'il a dû se dépêcher de venir parce qu'il était urgent de se rabibocher avec son père, et est-ce que c'est le signe d'un réchauffement des relations entre Harry et son père, le roi Charles III, et surtout, parce que les relations sont là le plus tendues, entre Harry et son frère, son grand frère, le prince William. On sait que Harry a fait plusieurs heures d'avion, 6000 kilomètres pour venir voir son père en début de semaine. Ils se sont vus 30 à 45 minutes selon les médias, donc très très court. Et Harry est resté moins de 24 heures au Royaume-Uni avant de repartir. Donc ça a été vu comme quand même très 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 fin au niveau des efforts de réconciliation. Même si ça a été un geste, on s'est demandé si Harry, qui n'est pas en sainteté du tout au Royaume-Uni, on s'est demandé si en gros il ne pouvait pas ne pas venir et qu'il a juste fait cet aller-retour pour ne pas qu'on le critique de pas venir, mais qu'en fait c'était plus cosmétique qu'autre chose. En tout cas, il a vu son père pendant 30 à 45 minutes. Il n'a pas vu son frère, le prince William, pendant son court, très court séjour au Royaume-Uni. Par rapport à cette situation et la maladie du roi Charles III, est-ce qu'il y a des pouvoirs que le roi ne peut pas déléguer pardon. Est-ce qu'on peut envisager finalement dans les mois à venir un basculement vers une régence douce où le prince William remplacerait petit à petit son père? C'est une possibilité si vraiment l'état du roi se détériorait. Pour l'instant, ça n'est absolument pas la question. Il a la possibilité de nommer ce qu'on appelle des conseillers d'État. Ce sont les normalement 5, mais en ce moment 7 membres les plus proches de sa famille qui sont là pour finalement prendre la suite de la plupart de ses pouvoirs constitutionnels. Si vraiment il en avait besoin. Mais là, le palais a bien dit, aucun conseiller d'État n'a été nommé, c'est-à-dire que le roi continue à assurer ses devoirs constitutionnels. Mais même si, à un moment donné, il devait nommer un ou plusieurs conseillers d'État, il y a certaines choses que ses remplaçants ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas, par exemple, dissoudre le Parlement ou nommer un Premier ministre. Mais sinon, effectivement, tout est prévu pour que si un roi est en incapacité de régner, temporairement, il y ait donc ces conseillers d'État qui prennent la relève. Et effectivement, une régence, encore une fois, est possible, et ce serait évidemment le prince de Galles, l'héritier du trône, qui prendrait les rênes à ce moment-là. Et là, il aurait beaucoup plus de pouvoir constitutionnel, mais encore une fois, ni régence, ni même
abdication, ce mot n'est pas prononcé ici au Royaume-Uni. On ne le prononce que dans les médias étrangers. Tout ça, ça n'est vraiment pas évoqué pour l'instant. Merci beaucoup à vous, Marie Billon, d'avoir été présente sur Monaco Info. Avec plaisir.